merci, bonjour à toi, et merci d'accorder ce temps. Bah Euh, écoute, c'est avec plaisir. Là, je vois que derrière toi, t'es encore à Turbulence Montréal? Ouais, je suis au bureau là. J'ai Ok, pris une salle de réunion histoire d'être tranquille, mais ouais, au bureau. ok. Et alors, du coup, juste pour savoir, je sais pas quelle heure il est là-bas, mais t'as combien de temps devant toi? Parce que moi, je veux pas te retenir après le taf, hein. Bah, normalement, on a prévu 1 heure, mais bon, dans tous les cas, Ok. genre, je peux rester encore un peu plus tard, on Non, non, verra non, mais comment ça se je pense passe. que 1 heure, ça ira. Ça ira. Bon, le chat te dit bonsoir, on dit bonsoir le chat. Et je dis bonjour aussi aux gens qui regarderont le replay. Aujourd'hui, on reçoit Lupoldai. Tu travailles donc à Turbulente Montréal et tu es programmeur online. Ma première question, ça va être, est-ce que tu peux justement te présenter, nous dire ce que c'est un programmeur online? Parce que bon, bah, comme beaucoup de gens sur le chat, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est comme métier. Mhm. Et voilà, je te laisse te présenter. Bah écoutez, bonjour tout le monde, moi c'est Paul, je suis programmeur online sur Star Citizen. Un programmeur online, ça va être quelqu'un qui va travailler dans le moteur de jeu ou dans le jeu pour faire des appels à des microservices. Ok. Comme vous savez, on essaye de sortir pas mal de logique du serveur de jeu pour que ce soit persistant. Et pour sortir cette logique, on l'a fait gérer par des petits serveurs qui font juste un travail. Par exemple, un microservice qui va s'occuper de gérer votre argent. Et du coup, on doit faire des appels à ce microservice pour savoir combien vous avez d'argent, quand on veut en retirer, en ajouter, etc. Et c'est le travail des programmeurs online d'aller faire tous ces appels. D'accord. Toi, tu es chez CIG depuis combien de temps? J'ai commencé à travailler pour Turbulent en juillet 2021 Ok. à distance, et puis ensuite je suis arrivé à Montréal. Donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi, là. Enfin, Ok. 2 ans et demi environ. Ah oui, parce qu'avant, tu étais en France et tu m'avais dit, alors tu me dis si je me trompe, mais tu travaillais avant sur Microsoft Flight Simulator, c'est ça? Exactement. J'ai travaillé, j'ai commencé dans le jeu vidéo en 2019. J'ai travaillé chez Kiloton à Paris sur WRC 789 et Test Drive Unlimited. Et je suis passé travailler sur Flight Simulator chez Asobo en 2020 Ok. pendant 1 an. Et puis c'est ensuite que j'ai commencé à travailler sur Star Citizen. Et chez Microsoft Flight Simulator, tu faisais quoi? J'étais aussi online programmeur. Il faut savoir que Flight Simulator a un système de server meshing Ok. pour que les gens puissent justement. Il y a plusieurs serveurs qui gèrent la position des avions sur la planète Terre et pour que les gens puissent se voir, etc. Et du coup, j'étais online programmeur sur Flight Simulator. Ok. Trop bien. Et alors, comment et pourquoi tu as décidé de rejoindre le programme, enfin le projet Star Citizen? Est-ce que c'était une opportunité comme ça ou alors tu suis le projet depuis longtemps? Comme tout bon gamer, je connaissais Star Citizen, je connaissais le projet, puis comme beaucoup de gamers, j'étais là en mode oh, bah, je vais attendre un peu avant d'y toucher, Ouais. qu'il soit un peu plus abouti. Et j'étais à Bordeaux, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire à Montréal avec mon école de programmation. Et j'ai eu envie de retourner à Montréal. Et quand j'ai regardé pour les jobs à Montréal, la première qui m'a sauté aux yeux, c'était Star Citizen. Puis venant de Flight Simulator, c'était un peu la next step. Ouais. Et c'est quand même un jeu qui fait rêver. Et c'est de fil en aiguille, comme ça, je me suis fait engager pour Star Citizen. Et ça n'a rien à voir avec les autres projets sur lesquels j'ai déjà pu travailler. Ouais, parce que j'imagine que ça doit être ultra atypique de travailler sur une alpha ouverte comme ça. Genre les gens, ils voient ton Oui, travail, quoi. ben, il y a un peu ce côté, de plus en plus de jeux aujourd'hui se transforment en game as a service, donc en jeux sur lesquels on va faire des mises à jour régulières une fois qu'ils sont sortis. Mais c'est vrai que moi, j'avais eu l'habitude de bosser sur des jeux plus classiques où on travaille pour une période donnée, on a une date de sortie, à la Ouais. limite on fait un patch ou deux, mais ensuite c'est fait. Mais travailler sur un jeu où bah, il y a un état live, moi ce que je fais ici dans quelques mois potentiellement va vous impacter vous. Et potentiellement, une fois que ça vous impacte vous, il faut qu'on réagisse dessus. Il y a une interaction entre guillemets constante avec les joueurs. C'est super fascinant parce que bah, du coup, on peut arriver et voir comment ça se passe, ce qu'en font les joueurs, comment ils profitent. Mais en même temps, c'est sûr que oui, ça implique beaucoup de travail parce que on fait beaucoup de recherche et développement pour faire tout ce qu'on veut. Là, on n'a pas forcément la technologie. Et du coup, bah, faire de la recherche et développement, ça demande de faire des essais et des fois de se planter. Des fois, il y a des trucs Ouais. qui marchent pas ou ça marche. Et c'est les joueurs qui vont le remarquer et qui, des fois, bah oui, hein,
ça fonctionne pas, mais ça me permet de le voir et de le tester parce qu'on ne serait pas capable de faire autrement. Ok. Alors, tant qu'on est toujours dans les présentations, j'ai vu que dans le chat tout à l'heure, ça demandait quelle école tu avais fait. Ah, j'ai fait Epitech. Epitech est une école de programmation en apprentissage par projet que j'ai fait en 5 ans. J'ai fait Epitech Paris. Ok, mais je vois qu'il y a Eliac dans le chat, donc un de tes collègues aussi de Turbulent Montréal. Avec qui que j'ai rencontré pour la première fois à Kiloton. Quand j'ai commencé à travailler à Kiloton, il y travaillait aussi, et puis on s'est retrouvés à Turbulent. Ok. Et vous êtes combien à peu près là à Turbulent Montréal? On est, je crois, si on compte tout Turbulent, donc pas forcément toute la partie qui travaille sur Star Citizen, parce que Turbulent à la base ne travaillait pas que sur Star Citizen, on est 206. Waouh, ouais, ça a pas mal grossi, non? Ça a beaucoup grossi après la pandémie, surtout avec l'ouverture des différents départements qui travaillaient sur Star Citizen. On a engagé plein de départements différents et on a diversifié notre expertise dans Star Citizen. Et j'imagine que, parce que bon, tant qu'on est dans les présentations et que là, il y a plein de gens sur le chat qui doivent se demander, j'imagine que ça recrute à fond encore. Et si on est français, toi, t'as fait un échange et tout, mais il n'y a pas de souci. Genre, si il y a des développeurs qui sont dans le chat qui sont français, ils peuvent être recrutés à Montréal. Il faut juste faire le déplacement et trouver un endroit là-bas, quoi. Il faut savoir que Turbulent donc, fait partie maintenant de CIG Montréal. Sur la page de jobs de CIG, il y a le studio de Montréal et les différentes positions qui sont ouvertes. Faut pas hésiter à le checker régulièrement, il y a des nouveaux postes qui arrivent, qui partent, etc. Et puis, oui, il faut pas hésiter, même si vous êtes en France, à postuler. Déjà, ne serait-ce que parce que moi, j'ai commencé à travailler depuis la France pour Turbulent, et qu'ensuite, j'ai décidé de partir à Montréal. Mais il faut pas se limiter à votre position géographique. Si vous pensez que vous pouvez fitter pour une job, faut pas hésiter, faut y aller. On a besoin de plus en plus de talents pour travailler sur ce projet parce que il y a une envergure de malade et donc c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont de l'engouement pour vouloir travailler sur le projet et on a besoin de main pour ça. Tu disais justement que tu avais commencé à travailler en France et je vois il y a Maza44 qui demande s'il y a effectivement le fameux studio à Lyon là. Et on nous a parlé qu'il y avait un studio de Turbulent à Lyon. On n'a pas de studio à Lyon actuellement à Turbulent. C'est plus le cas. On avait un endroit où les gens pouvaient se retrouver en France pour faire du remote, mais c'est pas un studio en tant que tel. On n'a pas et aujourd'hui il n'existe plus. Ok, donc aujourd'hui il n'existe plus. On met à jour cette information le chat. Ok. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans le concret. On a fait ta présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi tu travailles actuellement, toi? Alors, de manière générale, j'ai été engagé pour travailler sur la persistance. Ok. C'était la première chose nécessaire pour le server meshing, c'était de sortir la logique des serveurs de jeu pour que justement on puisse faire du server meshing. Ça a commencé avec la réputation, avoir un microservice de réputation, faire des appels à réputation. J'ai travaillé sur le ledger, donc la gestion de l'argent. D'accord. Le système d'assurance de vaisseau qui avait besoin d'être mis à jour avec le nouvel entity graph qu'on a développé ici dans mon équipe online. Et du coup, actuellement, je travaille à refaire le système de social, donc tout ce qui est système de groupe, de voix, de chat. Et on the side, on a tout le reste de la persistance qui va continuer à se développer. D'accord. Donc là, ouais, actuellement, c'est ce que tu disais, donc toi, c'est tout le social, notamment la VOIP aussi. Mais c'est ça, c'est que disons que vu qu'il faut que ce soit persistant et qu'on gère des cas où des gens vont être dans des shards et non pas dans des serveurs de jeu, on développe des microservices pour ça et c'est à partir de là où mon travail va être nécessaire pour faire la gestion dans le code du jeu, changer la logique de on n'est pas juste sur un serveur, on est dans une shard, donc il faut qu'on gère ces cas-là particuliers. Moi, je travaille avec des développeurs qui font les microservices et on travaille côte à côte, main dans la main pour donner entre guillemets un système qui fonctionne bien avec le jeu dans la charte. Ok. Et alors, cette année, là, en 2023, vous avez lancé du coup le Persistent Entity Streaming. Non sans mal. Lancé en 3.18, comment tu revois ça aujourd'hui? Est-ce que
Est-ce que vous êtes arrivé au bout de cette implémentation du PES ou est-ce que vous avez encore des gros problèmes? On a vu, il y a eu un post là, il n'y a même pas un mois, je crois, de Benoît Beauséjour qui disait qu'il y avait encore des problèmes de base de données. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui? On a beaucoup avancé hein, déjà depuis la sortie, je crois que c'était en mars, à la sortie de 3.18. On a eu énormément de travail à faire parce que il faut savoir qu'on a changé tout le système, un système qui est à la base du jeu, Ouais, qui est la gestion de comment on déplace les entités, comment on les met dans des inventaires ou pas, avec une nouvelle base de données. Donc implémenter ça dans le jeu, ça a été un énorme morceau et on savait qu'il y aurait des problèmes quand ça commençait. Même si au final ça a quand même pas, ça a quand même bien marché, on a vu quand même la persistance au début, mais on a découvert des problèmes au fur et à mesure qu'on n'aurait pas pu découvrir sans que les joueurs puissent tester. ouais. D'ailleurs, je tiens à remercier hein, le cirque et de manière générale, vous avez les joueurs, le fait d'avoir la persistance et de ne pas juste vouloir jouer au jeu, mais de vouloir tester les choses et vraiment aller au bout de la feature. Ça nous a énormément aidé. On a découvert pas mal de choses, notamment bah, oui, des problèmes de performance avec notre base de données, comme on en a parlé Benoît, et on continue à travailler là-dessus. On a aussi eu quelques ratés au niveau ce qu'on appelle LTP, Long Term Persistence, donc le Ouais. fait d'acheter des items dans le jeu et de les garder d'un patch à l'autre. On continue à travailler là-dessus et à améliorer ça. Ouais, parce que ça paraît vachement encore aléatoire, ça, d'un point de vue extérieur. À chaque fois que moi, il y a une nouvelle mise à jour, je demande au chat, est-ce que vos vaisseaux, ils ont été gardés? Est-ce que vous avez le même argent, etc. Et il y en a plein qui me disent, oui, moi, c'est bon, j'ai tout. Et d'autres qui me disent, moi, j'ai plus rien. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aléatoire comme ça. Ben, au début, nous non plus. Puis ensuite, on regarde dans la base de données le code, etc. Et puis ensuite, on découvre il peut y avoir des petits soucis. Hein, genre, petit shout-out à Julien qui travaille beaucoup sur le LTP et qui notamment, je trouve les problèmes. C'est un système qui est très complexe. Ça appelle à plein de microservices, de la gestion, parce que on sait que vos vaisseaux sur la plateforme, c'est-à-dire le site web, c'est là où vous avez vos vaisseaux achetés. On va récupérer quels sont vos vaisseaux qui sont là. Mais d'un autre côté, quand vous achetez un item en jeu, il va falloir qu'on aille sauvegarder que vous avez acheté tel vaisseau, que vous avez une assurance pour ce vaisseau, et faire en sorte que on va le garder au même titre que des vaisseaux qui sont sur la plateforme, mais on veut pas le garder au même endroit parce que c'est pas du tout un vaisseau avec lequel que vous avez acheté avec du vrai argent entre guillemets. Donc c'est un travail qui est en cours, c'est un design qui a dû être fait. Ouais. Savoir que quand on réfléchit à ce genre d'implémentation, il faut penser à absolument tous les cas possibles. Mais sur un jeu aussi complexe que ça, bah, il y a des ratés. Si ça prend ça. Et on les découvre au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'aussi ça nous rajoute du travail dans le sens où bah, quand on découvre que bah, telle chose ne fonctionne pas comme prévu, il faut qu'on revienne dessus et qu'on le refasse. Mais l'idée, c'est qu'on prenne le temps de bien faire ça pour qu'on n'ait pas à revenir dessus dans peut-être 5 6 ans Ouais. et qu'on ait un système qui fonctionne pour le futur et qu'on n'ait pas à tout rechanger comme on peut se retrouver à faire des fois. Ouais, je comprends. Du coup, j'imagine que ouais, le PES, là, il est totalement pensé pour être en symbiose avec le serveur meshing, normalement. Ok. Il est indispensable pour ça. Oui, la persistance passe par notamment bah, la persistance d'identité. D'ailleurs, j'ai revu récemment la vidéo de Ben et Paul sur la CitizenCon de 1951, je crois, où ils parlent du server meshing et la persistance. Ouais. Ils expliquent extrêmement précisément justement notre système de comment ça fonctionne. Et du coup, notre persistance passe par le replication layer. C'est là où on va faire les appels à la base de données pour lui dire que tel objet a été déplacé. Ça passe par l'application layer et ça parlait directement au serveur aussi. Et aujourd'hui, sans la persistance, le server meshing ne serait pas possible tout court. Ok. Alors, la petite question du chat, plus sur l'architecture. Est-ce que vous utilisez beaucoup, du coup, les services de service manager Amazon Web Service ou beaucoup plutôt de self-hosted sur des virtual machines est-ce que vous êtes. Je vais pas avancer là-dessus parce que ici, là, on rentre dans le domaine des DevOps, des gens qui vont aller déployer nos builds et qui vont aller faire en sorte. Alors, c'est des gens avec qui on travaille de manière très proche, mais c'est pas notre équipe qui va travailler directement là-dessus. Ce sera Ok. plutôt l'équipe des DevOps qui vont aller gérer tout ce qui est déploiement des serveurs, le scaling de si on a plus ou moins de monde et qui vont aussi déployer nos microservices en ligne pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ok.
Bon, j'ai tenté Fitouf sur le chat. Ok, donc là, sur le PES, nous, on a créé un site que tu connais qui s'appelle circuspes.fr où on teste. On a souvent des objets qui despawnent au bout de 20 jours, parfois 25 jours, parce qu'il y a une nouvelle, un nouveau patch qui est déployé ou une nouvelle version de la shard. Est-ce que vous imaginez plus tard avoir une persistance qui va pouvoir se faire à travers les mises à jour? L'idée, oui. L'idée, c'est de pouvoir. L'idée finale, bien sûr, c'est d'avoir une persistance ultime qui reste à tout jamais. En l'occurrence, ici, oui, entre les patchs, notamment, ça peut arriver qu'on doive wipe les shards parce que soit on a changé trop de choses en termes de comment ça fonctionne et ça fonctionnerait pas avec l'ancienne manière dont ça fonctionnait. Ou alors, c'est que, par exemple, ça arrive que quand un serveur, un DGS, un serveur à l'eau d'une shard, puis le serveur crash, vous avez un 30K. Ouais. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va relancer un serveur qui va essayer de recharger cette même shard, histoire de la garder. Le problème, c'est que si le serveur crash en boucle à cause de l'état dans lequel est la shard, on peut arriver à un état où on n'arrive pas à le gérer parce qu'on n'est pas encore assez performant, on est encore en train d'améliorer les choses. Et du coup, si la shard est dans un état qui est trop compliqué, par exemple, on va faire crasher 36 vaisseaux dans les grands Adhémar et puis on ne comprend pas pourquoi ça lag, et ben là, on va arrêter de loader la shard parce que ça va juste pas marcher. On la discard, elle est disparue à tout jamais. Ah. Et notamment, ça peut arriver au bout de une vingtaine de jours que la shard soit dans un état où il y a eu trop d'items une position d'item qui est trop compliquée pour le serveur et qui le fait cracher. D'accord. Alors, merci Terada pour le raid, bienvenue à vous. Donc oui, je comprends. Je comprends pourquoi il y a des chartes qu'on retrouvait plus. En fait, vous les tuez totalement, quoi. On n'a plus d'espoir de les retrouver parce elles sont mortes, quoi. C'est ça. Elles sont dans un état qui est pas récupérable. Ok, ok. Il y a Joueur du Grenier qui vient de lâcher un pavé. Il dit c'est pas moralement un peu chaud parce que vous êtes une micro-équipe à bosser là-dessus, mais vous prenez la plupart des critiques dans la face, vu que le gros point de blocage actuellement du jeu, c'est la santé des serveurs. Est-ce que c'est pas un peu dur moralement? Faut savoir que la santé des serveurs, elle dépend d'énormément de choses. Euh, la santé de l'antigraphe, ça, oui, elle dépend aussi pas mal de nous, de comment on travaille dessus. Mais il faut savoir qu'aussi, c'est ce qui permet d'avoir la persistance. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'on connaît l'état des choses, on sait qu'il y a des gens qui sont pas contents avec, des gens qui sont très contents avec, mais on sait pourquoi on le fait et qu'on doit passer par ce genre d'étape Hmm. pour que ça fonctionne. Mais personnellement, j'ai plus vu quand même pas mal de choses positives, notamment quand je viens sur le stream, de gens qui apprécient la persistance et qui voient le potentiel du jeu comme nous. Quand on le développe et qu'on voit que ça fonctionne, on pense aux possibilités, tout ce que peuvent faire les joueurs, et voir les joueurs le faire et avoir encore plus de découvertes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa. Donc, ça va, c'est pas trop compliqué Ouais. moralement. Vous êtes plutôt un support positif que négatif. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui soient pas très contents. Je veux dire, on est tous très investis dans ce projet et certains joueurs de manière assez intense. Donc je comprends qu'ils aient des critiques à faire et c'est toujours le bienvenu. Ouais. Ah, ça envoie des cœurs dans le chat. Effectivement, moi je trouve que le PES a été un vrai game changer. Quand ça a été implémenté, ça donne de la vie en fait. Genre on arrive sur le jeu et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose avant. Et on a beaucoup, soit des épaves qui restent autour des stations, etc. Par contre, il y a quand même certaines limites, et c'est normal. Actuellement, par exemple, si je fais spawner 200 canettes autour de moi sur une planète, en fait, le jeu va en faire despawn petit à petit pour qu'il en reste, je sais pas, on va dire 50 ou 60 maximum. Vous avez mis ces Mhm. limites actuellement de façon, on va dire, très ferme pour pouvoir développer de façon stable la chose, ou plus tard, vous allez les libérer un petit peu et faire des tests. Ici, là, ça va être l'équipe de l'Entity Streaming. On a toute une équipe qui sont liées à comment les entités interagissent entre elles au Ouais. sein du moteur de jeu qui était très lié à la persistance de celle-ci. Et il faut savoir que on va limiter les possibilités pour des questions de stabilité sur le serveur et que plus les performances seront meilleures, plus on pourra se permettre d'avoir des choses d'éviter des choses non naturelles comme de faire disparaître des objets. Hmm. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une simulation, un univers persistant où on peut y croire, entre guillemets. Mais avec des performances qui vont s'améliorer, ça va s'améliorer aussi.
Après, ça reste un jeu, un MMO, donc les joueurs vont toujours faire des bêtises. Donc il faudra toujours mettre Oui, c'est le but. toujours mettre des limites, j'imagine. C'est normal qu'à partir du moment où c'est un jeu, il y a des Ouais. règles et que, dans l'occurrence, on veut essayer d'améliorer l'expérience de jeu pour tout le monde. Et forcément, si jamais il y a certaines choses qui font qu'on n'a pas la technologie pour que ça fonctionne ou que c'est trop compliqué en termes de mécanique de jeu pour les autres joueurs et que ça devient un jeu qui n'est pas jouable ou fun, ça n'a pas d'intérêt. Hmm. Un des trucs qu'on doit prévoir, c'est qu'on cherche à atteindre un état aujourd'hui de Star Citizen ultime, qui n'est pas atteignable encore technologiquement aujourd'hui. On est sur la route pour aller jusque-là, mais entre-temps, on doit quand même fournir une expérience de jeu qui est agréable pour les joueurs. Et même si ça ne correspond pas au but ultime, il faut quand même qu'on se dirige vers là tout en fournissant quelque chose de fun à jouer. D'accord. Donc là, si on conclut un peu sur le PES, je me souviens de Chris Roberts qui faisait sa démonstration et qui disait dont son rêve ultime, c'était de pouvoir déposer une tasse de café en plein milieu d'une forêt et de revenir 3-4 semaines après et que cette tasse, ça soit toujours là si personne ne l'a touchée. Ça, dans le futur du jeu, au final, avec la technologie qu'on a déjà, c'est totalement possible. Oui, aujourd'hui, sa tasse de café reste environ une vingtaine de jours, mais on n'est pas loin, quoi. Ouais, on n'est pas loin. Il Et suffit que la attendre shard 30, ne meure pas, on est quoi. bon. Non. Et alors justement, pour éviter que, si on parle un peu de FPS serveur, nous on a vu qu'on faisait pas mal chuter parfois les FPS serveurs, qu'on faisait beaucoup d'appels à la base de données, hein, quand on sortait les vaisseaux partout, qu'on les mettait, enfin plus le serveur vit, plus le CFPS baisse. Et Benoît Beauséjour a dit il y a pas longtemps qu'en séparant du coup la couche de réplication des serveurs, ça allait donner quelques FPS supplémentaires au serveur. Parce qu'il n'allait pas devoir gérer la couche de réplication. Est-ce que tu peux nous en Tout dire à fait. plus? Est-ce que le serveur va vraiment être un peu libéré? Ben, il faut savoir que du coup, la couche de réplication était déjà là au sein des serveurs. C'est juste que voilà, c'est le serveur qui gérait la couche de réplication et qui lui faisait faire son travail, entre guillemets, mais elle était là. Le fait de sortir cette logique du serveur, d'avoir tous ces appels à la base de données et aussi la réception de l'état et qui va aller retransmettre aux joueurs, ça, c'est un travail qui va être en moins à faire par le serveur et qui forcément va lui donner des performances en plus. Mais on devait au début commencer quelque part en ayant un serveur qui commençait à avoir cette logique, qui s'en occupait et qu'on pourrait Hmm. ensuite séparer directement dans un service à part, le replication layer. D'accord. Donc on aura quelques FPS serveurs en plus. Forcément, ça va être une optimisation en plus. Au fur et à mesure qu'on retire de la logique des serveurs pour en faire de la persistance, qu'on rajoute ça dans des microservices à côté, on va avoir on va avoir des meilleures performances serveurs. Nous, l'objectif ultime, bien sûr, ce serait que des serveurs à 30 FPS pour tout le monde, hein, mais Ouais. bon, ça, c'est le but ultime, mais on fait ce qu'on peut pour arriver là et ça prendra du temps, mais on avance. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir enlever du serveur comme ça, parce que là on parle du replication layer, mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir balancer sur des microservices et ne plus. Bah, notamment, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de logique d'émission qui est gérée par les serveurs et c'est quand même un gros morceau en termes de calcul qui est géré par les serveurs. Les missions, ensuite, vont devoir être gérées en dehors des serveurs, déjà, ne serait-ce parce que ce ne sera pas possible avec le server meshing, parce que si tu as une mission que tu t'attrapes sur un serveur mais qui t'emmène sur un autre serveur, la logique pourra pas être Ah oui. gérée entre les deux serveurs et du coup on va devoir sortir cette logique de là, avoir des services dédiés aux missions et du coup ça va être de la logique en moins pour le serveur et encore plus de performance. Ok. Bon, bah c'est rassurant. C'est-à-dire que les serveurs actuellement, en fait, ils ont déjà le maximum de charge, quoi. Ils ne peuvent que s'améliorer. Les serveurs de manière générale ne peuvent que s'améliorer. Après, ça n'empêche pas qu'en travaillant dessus, potentiellement, on va pouvoir faire des bêtises et puis avoir des problèmes à optimiser après. Mais dans l'idée, on avance vers des serveurs qui vont que s'améliorer, oui. Ok. Je reprends une question du chat tout à l'heure. Quelqu'un demandait qu'est-ce qui nous empêche là, nous, d'avoir une interface pour choisir en fait le serveur sur lequel on veut être. Je sais que Benoît Beauséjour avait dit que les joueurs allaient pouvoir choisir leur shard. On n'en a plus du tout entendu parler. Est-ce que c'est encore d'actualité ou non? Si Adji veut pas communiquer. Vous n'avez pas posé cette question à Ben en interview d'ailleurs?
On l'avait prévu, mais j'ai plus la réponse en tête, donc je crois pas qu'il y ait répondu. L'idée aujourd'hui, c'est que ultimement, on essaie de diriger les gens vers la meilleure charte possible, et ça demande tout un système pour diriger les gens vers les shards. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de pouvoir choisir la shard. C'est pas quelque chose auquel je vais pouvoir répondre, mais ça demande un travail en amont, et surtout ça va demander une stabilité des shards avant tout, et du server meshing. Ouais, parce que si les shards meurent au bout de 20 jours, c'est vrai que ce serait très frustrant pour les joueurs de se dire ah ben j'avais mon histoire sur cette shard, mais je peux plus y revenir. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas encore prêt. Donc je comprends mieux. Est-ce que les serveurs SC, alors il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que les serveurs sur Star Citizen sont technologiquement meilleurs que ce qu'il y a ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que votre service, là où vous hébergez vos serveurs, ce sont les meilleurs du marché, ou vous avez pris une solution pour l'instant temporaire vu que c'est l'alpha et qu'il y aura moyen d'améliorer tout ça? Dans tous les cas, on a l'équipe de déploiement des builds qui travaille là-dessus. C'est des gens qui sont extrêmement compétents. Shout out à Ahmed qui fait énormément de travail pour Star Citizen, qui fait en sorte que non seulement les serveurs soient en forme, de les monitorer, de vérifier qu'ils fonctionnent bien, et aussi qu'ils soient sur une solution qui ait le meilleur rapport coût et performance. Et nous aussi, on travaille à faire en sorte que ce soit les meilleures performances possibles pour les joueurs. D'ailleurs, là, j'y pense, il y a l'IAE qui va commencer le 17 novembre, si je dis pas de bêtises. Généralement, c'est un moment donné où les serveurs sont vraiment dans le mal. Il y a des files d'attente parfois pour les rejoindre. Est-ce que vous vous préparez à ça? Vous ouvrez plus de serveurs? Vous êtes sur le pont de guerre, ou vous dites c'est une vague de 2 semaines, on laisse passer? C'est à tout niveau dans le jeu, ce genre d'événement, les gens se préparent à avoir une vague de monde en plus, que ce soit le site web ou que ce soit les équipes qui déploient des serveurs ils savent que clairement c'est là où on va avoir le plus de monde. Ouais. Et il y a bien sûr du travail en amont qui est fait pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, mais bien sûr on fait ce qu'on peut avec le nombre de joueurs qui arrivent aussi. Ouais, j'imagine. Ok. On a pas mal de questions aussi sur la VoIP actuellement, parce que tu travailles dessus. Je travaille sur le refactor, faire en sorte que parce qu'on a des groupes aujourd'hui, on a du chat, on a de la VoIP, ils fonctionnent d'une certaine manière, et aujourd'hui on va essayer de rendre ça un peu plus propre, faire en sorte que ce soit mieux fait et mieux disposé pour le server meshing et la persistance. Ouais. Et du coup, oui, entre guillemets, on va pouvoir agir dessus une fois que ça se sera fait. Oui, parce qu'actuellement, en fait, la VoIP, on a l'impression qu'elle est très instable. Elle peut se désactiver tout le temps. C'est parce qu'elle est gérée en fait par un microservice, c'est ça? Aujourd'hui, la VoIP, il y a un système de microservices qui va te mettre dans une room, comme quand tu es dans un groupe ou quand tu rentres dans un serveur. Et ensuite, il y a une connexion qui est faite à un serveur de voix. C'est quelque chose qui a été fait il y a des années. C'était un des premiers services qui a été fait, et qui a bien besoin d'un rework, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec. J'ai des développeurs services qui travaillent là-dessus avec moi, et pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus propre et potentiellement plus performant. Et puis ici, plus facile de pouvoir changer les choses, d'implémenter des features, potentiellement avoir du gameplay plus sympa, et plus de choix, parce que aujourd'hui, c'est pas très ergonomique le système de groupe, de chat, de voice. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et, Ouais. et on aimerait améliorer ça, mais ça passe déjà par faire un rework de ça pour que ce soit propre, et que on ait, on ait on a eu de la vieille technologie dans Star Citizen qu'on a dû changer au fur et à mesure, parce que c'est un projet qui évolue sur pas mal d'années, et on trouve des solutions, et aussi on a des nouvelles choses à gérer comme la persistance et le server meshing. Donc on doit s'améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à une question que j'avais en tête. Toi, tu le sens dans le projet justement qu'il y a beaucoup de dettes techniques à effacer, en plus de continuer. Est-ce que le fait que le moteur du jeu de base ne soit pas du tout un moteur pour le MMO, il y a beaucoup de choses à faire?
J'ai déjà travaillé sur d'autres moteurs de jeu qui étaient privés et le Star Engine est un énorme moteur sur lequel il y a eu énormément de travail. Il y a eu énormément de travail pour le faire arriver là où il en est. D'ailleurs, je pense que vous avez vu avec la démo du Star Engine sur la CitizenCon. Moi, je la trouve incroyable, que ce soit Hmm. en tant que joueur, en tant que développeur, même en travaillant sur Star Citizen. C'est un moteur qui a eu énormément de travail. Après, on sent que oui, ça a été développé. On a essayé il y a eu des projets qui ont été développés très tôt, histoire de sortir des features, et avec pas forcément la vision de comment on allait faire les choses, Ouais, parce que on cherche à s'améliorer technologiquement, on fait de la recherche et du développement. Donc, on ne peut pas prévoir où est-ce qu'on en sera dans 5 ans et si la solution qu'on développe aujourd'hui est viable pour dans 5 ans. Contrairement à si jamais on sait que là où on veut aller technologiquement, ou là on peut designer les choses pour que tout s'emboîte ensemble. Là, on essaye ça arrive qu'on doive refaire du travail sur certaines choses, mais là, on en profite pour le faire dans le cadre de la persistance et du server meshing. Quand on sort la logique du serveur, on essaye de la retravailler en même temps pour pouvoir la rendre propre et utilisable au plus long terme possible. ouais, ok. Et alors, du coup, tu parlais de R&D. Chez CIG, on a l'impression que, bon, c'est qu'une impression peut-être qu'on a, mais qu'on vous laisse beaucoup faire de la R&D sans forcément vous dire une deadline hardcore, genre il faut réussir à faire ça, vous avez le champ libre pour faire de la R&D et on verra combien de temps ça prend. C'est un peu comme ça que ça se passe ou pas du tout? Il faut savoir on a des features qu'on veut sortir pour des patchs. On a les patchs, on a les dates pour les patchs. On sait qu'on veut sortir telle feature pour tel patch. Après, faut qu'on soit réaliste. Des fois, on développe des choses qui sont complètement nouvelles. Quand on arrive avant la mise à jour et qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et ben, on doit le décaler pour la prochaine mise à jour. On fait ce qu'on peut pour y arriver. Mais après, ce qui est très important, c'est qu'on a une politique on va pas demander aux gens on va pas demander, on va pas forcer le crunch. Ouais, Je veux dire, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on est dans une compagnie qui nous disent, clairement à Turbulent, on nous dit les heures supplémentaires, c'est seulement si vous le voulez. ok. Et clairement, les gens font attention à nos développeurs parce qu'on est sur un projet où on va être sur plusieurs années. On n'a pas une date de sortie et puis c'est fini. Donc, si jamais il y a une feature qui ne fonctionne pas au moment d'une mise à jour, et ben on va la reporter après, ce qui me paraît normal. C'est toujours, on a envie de les sortir pour les mises à jour parce qu'on a envie que le travail avance, on a envie de montrer ce qu'on a fait aux joueurs, mais on est aussi réaliste là-dessus et on sait que des fois il faut reporter les choses. Ouais, bah tu nous rassures, c'est cool. Parce que justement, on se disait, est-ce que ça crunch à fond parfois, Ça- quand on vous voit faire des mises à jour, parfois le samedi ou les dimanches et tout, on est là, mais ouah, Ben, il faut savoir qu'il y a des gens il y a quand même des gens qui sont extrêmement passionnés, investis dans ce projet et qui bossent énormément. Je veux hmm, dire, c'est assez impressionnant à voir à quel point il y a des gens qui sont dédiés tous les jours et même le week-end à faire en sorte que ce projet fonctionne. Et c'est sûr que, bah, par exemple, quand il y a un problème sur le jeu live, là, ça va être quelque chose qu'on va essayer de régler le plus rapidement possible parce que ça impacte directement les joueurs. Mais si c'est pareil, c'est sûr que ça va être différent par rapport à une feature qui va sortir, mais qui potentiellement a été annoncée, mais on peut se permettre de décaler. Alors que, bah, par exemple, si sur le système de login, j'ai travaillé sur le système de login, si on a si on a un problème et que là, on nous dit que les joueurs sont plus capables de rentrer dans le jeu, bon, ouais. là, on va peut-être se pencher dessus un peu plus de manière un peu intense. Ouais, oui, parce que parfois, c'est le service d'authentification qui crache et du coup, plus personne peut rentrer dans le jeu. Ça crée des files d'attente après quand tout le monde revient. On imagine que ça aussi, c'est des microservices, l'authentification qui sont gérés des deux côtés, qu'il faut. C'est ça, on a les Hmm. microservices qui vont faire en sorte qui vont vérifier votre compte, qui vont vérifier votre personnage de jeu, est-ce qu'il est bien présent dans la base de données, quel vaisseau vous avez Hmm. sur le site, est-ce qu'on vous les ajoute dans votre inventaire, etc., etc. Il y a tout un processus qui est à faire à plusieurs niveaux qui implique plusieurs microservices. Et ça a été beaucoup de travail quand on a mis Hmm. la persistance, on a changé ce système de login parce qu'il fallait qu'on s'adapte au nouvel inventaire, l'entity graph, et que tous vos vaisseaux soient disponibles dans vos inventaires. Ouais. Alors, j'ai une question qui est marrante là sur le chat. Il me dit l'instabilité de la VoIP sur Pyro, c'est une feature due à l'étoile ou juste ça fonctionne pas très bien?
Ça, C'est dû à l'étoile, voyons, c'est logique. ça pourrait être une feature en vrai. Que C'est pas, c'est, Ouais, je sais pas, je suis pas encore à checker Pierrot personnellement. parce que. Mais ouais, la VoIP de manière générale a quelques petits problèmes. Ouais. On est au courant. Et ça va demander un peu de travail. On parlait du social aussi. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que l'intégration de Spectrum au jeu est toujours prévue. On n'a aucune nouvelle, par exemple, d'un gameplay, enfin du truc principal d'un MMO, c'est tout ce qui est guild, social, etc. Alors peut-être que tu peux nous en parler un peu plus si tu travailles dessus actuellement, mais est-ce que Spectrum va passer dans le jeu? Pas du tout, c'est prévu. Aujourd'hui, on cherche à développer le système social pour qu'on puisse connecter le maximum de choses ensemble et qu'on ait la possibilité de faire le maximum de choses ensemble. À voir si jamais, si jamais ça va se faire, mais il faut savoir que si jamais c'est quelque chose qui est voulu, on en aura la possibilité. Ok. Attends, je reçois une alerte en même temps là. C'est sur le. Non, c'est ici que je voyais ça. Tac. Je me fais spam. Ok, c'est bon. Oui, le Galactépédia in-game, etc. Oui, ça va venir avec. Vous avez vu quelque chose à SeasonCon Oui, là-dessus? alors oui, tu sais que ça trigger tout le monde, ça, de voir sur la Mobiglass le Galactipédia et de pas pouvoir cliquer dessus et voir que c'était relié, ça a frustré pas mal de gens. Mais j'imagine que ce sera le but. Je suis pas sûr exactement de ce qui va être fait. J'ai découvert pas mal de choses à SeasonCon, pas mal de gameplay. Ouais. Je regardais ça de manière tout excité, comme vous aussi, pour pas mal de choses, ce qui est trop cool. On a une énorme entreprise. On a des studios partout, des gens qui travaillent sur plein de choses à plein d'endroits. Des fois, je parle à du monde dans ce TIG, puis ils me demandent des choses sur du server meshing, et puis ils me racontent des trucs sur eux, ce sur quoi ils travaillent, ce qu'ils ont présenté à SeasonCon, et puis on découvre des choses comme ça. On n'est pas au courant de ce que fait tout le monde. On a Ouais. dépassé les 1000 employés à CIG maintenant. Donc c'est sûr qu'à SeasonCon, on a découvert beaucoup de choses aussi. Ok. Ouais, donc j'imagine que le développement il est assez compartimenté aussi pour éviter soit des fuites, soit je sais pas. Oui, malheureusement, on a eu des leaks, on a eu des leaks assez récemment, et c'est quelque chose où il faut faire attention. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'on doit plus compartimenter le développement pour éviter qu'il y ait Ouais. des problèmes, parce que ça nuit au jeu, de malheureusement ce genre d'informations qui passent. Et du coup, bah on a envie de partager énormément de choses, mais ça doit quand même se faire de manière contrôlée et c'est normal que ça soit le cas. Et toi, c'est pas trop frustrant du coup de te dire, oh, je vois pas tout ce qui se fait, genre t'as découvert en même temps que nous Squadron, j'imagine, le trailer? Euh, le trailer de Squadron, ouais, je l'ai découvert en même temps que vous. Ouais. J'avais déjà vu des images en interne à CIG avant de Squadron quand je suis arrivé, où j'avais été. Bon, je savais qu'il travaillait sur un jeu solo à côté, je ne savais pas exactement ce que ça valait. Et quand j'ai vu les images, j'étais là, genre, oh wow, j'ai hâte d'y jouer. Ouais. J'ai hâte que ça sorte. Puis clairement, j'avais pas envie de trop en voir parce que quand on bosse on bosse dans le même studio qu'un jeu où on a envie d'y jouer, bah faut éviter de se faire spoiler. Et là, la vidéo, la vidéo Squadron à la sitcom, c'était vraiment très très cool. Ouais, la SeasonCon en elle-même était incroyable cette année. Je crois que c'était la meilleure SeasonCon qu'on ait vue depuis le début du projet. Enfin, moi qui suis vraiment depuis très très longtemps. Toi, j'imagine que tu pouvais pas être sur place, donc t'étais à Montréal. Mais Oui. s'il y a une CitizenCon à Montréal, bon, pour vous, ça va être Ah la bah fête, là, quoi. bah là, ça va être la fête là. Parce que On va en maintenant, profiter vous faites pour vraiment y aller. partie de CIG, donc il peut y avoir une CitizenCon à Montréal. Oui. Oui, oui. Bah écoute, Ben en a parlé justement. Ce serait cool. Ce serait grave cool qu'il y ait une CitizenCon à Montréal. Surtout que Montréal, c'est quand même une grosse place. C'est une grosse place du jeu vidéo. Mais bon, on verra ce qui se passe, hein. Si Ben arrive à mettre assez la pression pour que ça se fasse à Montréal, peut-être qu'on l'aura un jour. Ah, ce serait trop bien. Ouais, ce serait trop stylé. Dans 2 ans, oui, parce que là, je crois qu'il fasse en Europe, je crois. Faut que ça tourne de continent. Je suppose qu'il prévoit ça un petit Ouais. peu à l'avance, en effet. Ok. J'avais une question tout à l'heure, on parlait du replication layer. Quand il va être implémenté sur le tech preview, j'imagine que vous allez avoir besoin de l'aide des joueurs.
Est-ce que tu peux nous dire déjà, là, pour nous, là, pour le cirque, quel serait le meilleur moyen de faire planter le replication layer pour qu'on puisse vous aider à trouver ces failles? Ce qu'il faut savoir, c'est que le replication layer est là pour envoyer ce que vous faites pour disperser les informations de ce que vous faites, ce que vous déplacez les entités entre l'entity graph et les serveurs. Donc l'idée, ça va être comme si vous testiez la persistance. Ce que vous faisiez pour tester la persistance, au final, ça va être très bien parce que ça passait déjà par application layer, sauf que cette fois, maintenant, il est sorti du serveur et qu'il est à part. Ouais, Donc l'idée, ça va être de voir tester les performances par rapport à application layer, ça va être comme tester la persistance. ok. Donc, l'anneau artificiel de Pico, effectivement, toutes ces choses-là. Voilà, la noix artificielle de Pico, c'est très bien. Puis surtout, tous les joueurs autour pour le faire, les collisions d'objets, puis les gens qui vont essayer de s'organiser autour avec leur vaisseau, puis qui vont se cracher les uns dans les autres, Mm. les débris de vaisseau. Je me demandais si on était 100 joueurs, là, sur un serveur, et qu'on sortait tous en même temps un objet de notre inventaire, à l'exact moment, est-ce que, du coup, sur le graphe, ça fait 100 objets qui pop d'un coup, et on les rentre, ça gère bien, ou il peut y avoir une latence? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme expliqué dans les vidéos sur l'entity graph, on a une base de données qui est globale, dans laquelle justement il y a tous les inventaires, pour que vous puissiez accéder à vos objets, peu importe la charte sur laquelle vous êtes. Et à partir du moment où vous sortez un objet de votre inventaire, on va devoir le unstore, donc le sortir de la base de données globale pour le faire rentrer dans la shard et l'attacher. Et c'est sûr que oui, ça c'est une commande qui va demander une action sur la base de données globale, une action sur la base de données de la shard. Et Ouais, du coup, c'est quelque chose qui va demander des performances. En l'occurrence, ça, c'est l'application layer qui va s'en occuper, plus le serveur. ok. Et clairement, oui, ces interactions avec les bases de données vont être très importantes pour tester l'application layer. Ok. Alors, je prends un petit peu parce que sur Discord, vous aviez été très très nombreux aussi. Euh, comment il y a Mapper qui demandait, par exemple, comment a été vécu le rachat de Turbulent par CIG au sein du studio? Wow, C'est une très bonne nouvelle parce qu'on travaille main dans la main avec CIJ depuis un moment maintenant. On a de plus en plus de monde qui travaille là-dessus. Et c'est vraiment très cool de voir que CIG reconnaît notre travail, nous, à Turbulent à Montréal. Et qu'au point où on a mergé les deux entreprises. Et ce qui est bien, c'est que aussi, c'est pas un achat où c'est pas quelque chose où on se fait absorber bêtement. Et maintenant, on travaille entre guillemets pour CIG et puis that's it, et c'est quelque chose qui se fait de main dans la main entre les deux studios. C'est pour ça que nous, on parle plus de merger. On a vraiment mélangé les deux studios, dans le sens où on partage notre culture de travail de Turbulent avec CIG et inversement. ouais. Et du coup, parce que justement, le travail de Turbulent sur Star Citizen est quand même assez cool et assez apprécié. Et du coup, forcément, on veut partager ça à tous les studios de CIG. Ok, mais tu disais au début que Turbulent, il y a encore pas mal du coup d'employés qui travaillent pas du tout sur Star Citizen, enfin qui font toutes les autres On parties un peu. a Turbulent reste une entité à part et Ouais, encore, il y a des projets à côté sur lesquels des employés à Turbulent ne travaillent pas sur Star Citizen. ok, ok. Il y a quelqu'un qui demande si les opérations de la base de données ne peuvent jamais être faites en cache local pour accélérer le processus. Alors ici, on va rentrer dans la technologie qui est propre et interne au Replication Layer, qui va être plus du domaine de la team réseau. Ouais, Donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Je voudrais pas dire des bêtises sur un travail que j'ai pas fait. c'est bien. Turbulent ne devrait pas faire travailler. Ah si, alors on me dit que Turbulent, on demande dans le chat si Turbulent devait travailler sur les lieux, mais maintenant c'est vrai que Turbulent, tu me disais, il y a 206 personnes, donc il n'y a pas que du réseau et du web, il y a aussi des gens qui font des véhicules et des gens qui font des environnements. C'est vraiment ça. On a une équipe véhicule, on a une équipe de caractère artiste, on a une équipe d'environnement, on a une équipe de développement Ouais, d'outils, on a notre équipe de online, on a de plus en plus d'équipes à Montréal qui se développent et on participe sur plein d'aspects au développement. ok. Neoskris qui a posé une question qui dit est-ce que c'est normal que l'on garde entre guillemets notre réputation mais que l'on doit repasser nos niveaux
par exemple, il est le plus haut, lui, de réputation avec Miles Eckhart, mais à chaque fois qu'il fait un wipe, il a le level max, mais il doit repasser quand même toutes les certifications. Ça, Hum, c'est une bonne question. Je lui dirais de rentrer un ticket issue council Ok. qui risque, si jamais c'est confirmé, de me retomber dessus, potentiellement, ou des gens de la team online, parce que ça peut être un problème lié à la persistance de la réputation, comme ça peut être un problème à d'autres niveaux et ça demande de l'investigation. Ok. Bon, ben Neoskris, tu sais quoi faire, hein. Il faut que tu fasses un ticket. Parce que ça se trouve, Oui, si t'es le on a seul dans des ce crashs, cas-là. Hmm. on remplit les reproduction steps, hein, et puis on rentre pas n'importe quoi dans les crash, dans le crash report. Ah oui, oui, c'est vrai. Ne faites pas comme moi, je Ouais. vous en supplie. D'ailleurs, si on parle un petit peu de la CitizenCon, là, de ce qu'a montré l'équipe online, je pense que c'est. Alors certes, on a parlé de la démo du Star Engine, mais pour Engine, pardon, mais pour la grosse majorité des backers, ce qu'on a vu sur la démo du server meshing, ça nous a donné tous énormément d'espoir et de joie, puisqu'on a vu que le jeu était faisable. Euh, Oui. euh, Toi, j'imagine que c'est pas à Turbulent, tu m'avais dit que le server meshing était développé, mais On, on a plusieurs aspects dans le server meshing, mais principalement, en l'occurrence, ce que vous avez pu voir, c'est beaucoup la team réseau. Mais il faut savoir que c'est la team online de manière générale, qui est dirigée par Paul Rendell qui faisait la présentation. ouais, Mais ça a été un énorme travail aussi de la team réseau, notamment le server meshing pour cette démo. d'accord. Et toi, du coup, quand tu as vu cette présentation en tant que programmeur online, t'as tout compris de ce qu'il faisait, Il y a certains trucs sur lesquels j'ai demandé comment on le gérait. On gère certaines choses, mais de manière générale, on suit le plan qui est Ouais, prévu. Et comme il a été expliqué justement dans la vidéo de la SeasonCon de 1951, c'est le plan qu'on suit. Cette vidéo d'ailleurs que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, je me dis, elle est assez intense en termes d'information, mm, mais c'est ce que ça prend pour faire des serveurs machines. ouais. Parce que justement, ils disent que ça a été dans la CitizenCon là, de 1953, quand il finit sa présentation et qu'il dit merci Chris de nous laisser faire ça, ils disent que ça a été un très long chemin, qu'ils ont pris des fausses routes, que bah, j'imagine que c'est le cas en R&D. Est-ce que là, on est sur la bonne route? Est-ce qu'on n'a pas encore la possibilité d'être sur une fausse route et on s'en rendra compte que dans un an, quand on voudra mettre un peu plus loin le serveur meshing, etc. Ou est-ce que là, vous êtes sûr, genre, il n'y a plus de R&D à faire et le plan, il a l'air vraiment concret, quoi. Il a l'air correct. C'est dur de répondre à ça, Écoute, j'imagine. c'est toujours pareil, hein, un plan, tant qu'il marche, il marche jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il marche plus, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a présenté là, ça prouve que genre c'est possible, ce qu'on veut faire. Ouais, Dans la manière telle qu'on on l'a pensé, ça a pris beaucoup de temps à designer parce qu'il faut penser à tous les cas en avance. Là, en l'occurrence, on a une implémentation qui fonctionne, c'est la démo que vous avez vue à CitizenCon. mm, Et maintenant, là, je veux dire, on a très très envie de faire en sorte que ça avance et de pouvoir déployer ça au niveau de Star Citizen. Donc après, que tu me demandes si on fait fausse route, ouais. écoute, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est plutôt une route qui a l'air bonne. Parce que, après, je dis fausse route, mais si on parle par exemple de l'iCache qui était à l'avant PES, enfin, je crois que c'était ça que ça s'appelait comme ça, l'iCache ou le Pcache, c'est pas totalement une fausse route, Pikachu. c'est quelque chose qui vous a servi pour faire le PES. C'est ça, vous avez construit là-dessus, vous n'avez pas totalement tout jeté du Pcache, non? Ben, disons il y a la logique de la persistance qui s'est fait tout autour, et c'est juste on a remplacé le piquage par notre persistance à nous. Mais ça a établi des énormes bases sur lesquelles on s'est basé pour faire le reste. En effet, c'est pas Ok. perdu. De toute façon, quand on fait de la R&D, il faut jamais jeter à la poubelle ce qu'on a fait avant, parce qu'on apprend de ce qu'on a fait, et des fois, ça peut nous donner des bonnes méthodes pour la suite. Ok. Et là, par exemple, pour le PES, si on revient sur un exemple concret, vous avez des problèmes de database, mais c'est pas une fausse route, quoi. Vous allez pouvoir changer juste la database et l'améliorer. Bah, l'idée, c'est qu'on a voulu développer tout ce qui touchait à la database de manière abstraite, dans le sens où on n'est pas dépendant du fait que c'est cette database.
Et Ok. ça, c'était extrêmement important parce que il faut qu'on puisse changer. Si on utilise un outil qui est externe, il faut qu'on soit capable d'en changer à tout moment. Parce que si on crée des dépendances, eh ben, on serait retrouvé coincé avec des problèmes à garder nos problèmes de database et à devoir tout changer. Mais j'ai l'impression que c'est la philosophie de CIG, d'être indépendant sur tout. Parce que là, on a vu à la CitizenCon, vous faites du Global Illumination maison, vous refaites tout maison, quoi. C'est la philosophie. Le... Il faut pas tout faire maison parce que il y a certains outils qui fonctionnent très très bien, qu'on peut se permettre d'intégrer, qu'on n'a pas forcément à payer, qu'on peut utiliser, qui sont maintenus par des équipes qui font ça à temps plein, Ouais. qu'on utilise. Et justement, il faut arriver à avoir le juste milieu là-dessus. Mais par exemple, nous, on utilise plusieurs outils internes et externes, je veux dire, à la place d'outils internes parce que c'est énormément de travail de développer certaines choses où c'est pas forcément notre expertise et qui fonctionne très bien. Mais encore une fois, quand on le fait, il faut le faire de manière abstraite pour qu'on puisse changer d'outil à tout moment si on a besoin. Ok. Ouais. Oui, on dit merci à AMD, oui, parce que la Global Illumination est basée sur des travaux open source d'AMD, je crois. Alors, on demande sur le PES, dans le chat, on demande donc les objets sont persistants, mais est-ce qu'il y aura des mécaniques pour faire disparaître les objets? Est-ce que vous pensez que les joueurs vont pouvoir vous aider aussi à faire disparaître les objets? Genre, donc tout simplement, tu sais, l'exemple de la poubelle, quoi. Si on met quelque chose dans la poubelle, on peut le faire despawn. Ce serait pas mal, hein. Ouais, Ce serait pas mal et ce serait surtout dans l'idée de la cohérence de l'univers, plutôt que de devoir nous-mêmes faire le ménage en mode bon, on fait disparaître les objets, ce qui est pas très immersif parce que là, on voit bien que dans un jeu vidéo, ce serait quand même sympa de pouvoir juste les mettre à la poubelle. Il faut savoir que c'est quelque chose auquel on a pensé, hein, parce que quand on pense persistance, et après on est là, oui, mais du coup, on fait comment? Parce que si ouais. jamais tous les joueurs ils retirent tel truc de tel endroit, bah, après ça disparaît. On a une idée, pareil, de finale de comment on voudrait que ça fonctionne, que ce soit réaliste, que ce soit des systèmes de poubelles, que ce soit des IA ou des missions pour les joueurs de faire le ménage, ce serait pas mal. Mais encore une fois, ça demande énormément de travail, ne serait-ce que de design, et puis ensuite d'implémentation et de gameplay. Et il Hmm. y a énormément de choses qui sont impliquées là-dedans. Mais ce serait très cool. Parce qu'on pourrait imaginer des PNJ, alors bon, déjà, faut que les serveurs FPS marchent mieux, mais des PNJ qui ramassent les objets déposés par les joueurs au sol et qui les mettent dans les poubelles pour que ça despawn de façon très propre, tu vois. Bah, ce serait encore mieux si C'est c'était les ça. joueurs qui le faisaient. Il y avait Oui, une petite mission de recyclage là. Il faut que ce faudrait soit mettre ça bien dans les payé, hein, poubelles. parce que sinon, je pense que. Ah là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil. Est-ce que tu veux que ta station elle soit propre, quoi? Ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, c'est quelque chose que je fais et je vous encourage le chat, bien sûr, quand vous trouvez des objets, vous pouvez les mettre dans votre inventaire de la station et les revendre plus facilement, ou les mettre dans les poubelles pour que ça fasse Mettez plus dans les propre, poubelles. bien sûr. On a trouvé ça très drôle, hein. On a vu des gens mettre des trucs dans les poubelles naturellement Mm. quand ils voyaient des bouteilles d'eau vide par terre là. Et d'ailleurs, C'est bon, c'est pas toi qui es dans le clip, mais il faudrait dire à la personne qui a fait la props de la poubelle qu'il y a effectivement différentes couleurs sur la poubelle pour indiquer un tri, mais qu'il n'y a qu'un seul bac. Donc, le tri n'est pas effectif. J'avais pas remarqué ça. Mais c'est très très cool en tout cas. Je crois que c'est un des seuls jeux vidéo où on peut faire ça et que ça a un impact un peu dans le truc. Comme en vrai, t'inquiète, nous dit JDG. Alors le chat, n'hésitez pas, il nous reste un peu de temps si vous avez encore des questions. Oui, est-ce que donc on a parlé VoIP, mais est-ce qu'on peut parler un peu de FOIP? Est-ce que c'est quelque chose que toi Faut savoir que tu vois? c'est très lié la VoIP et la FOIP et que ça fait c'est comme la VoIP, une fois qu'on aura fait un rework, c'est quelque chose sur lequel on va essayer la technologie en elle-même, on utilise un outil externe, Ouais. mais il y a aussi qu'on a travaillé aussi en interne, il y a plusieurs choses, mais c'est aussi pareil, ça va demander un rework d'abord de tout social avant de pouvoir faire des améliorations là-dessus. Ok. Ouais, parce que la FOIP, pour moi, ça a été implémenté en 3.1 ou 3.2 et ça n'a jamais été retouché après, quoi. C'est. Ça ressemble à un truc qui date de ce moment-là. Alors, question. Sur le jeu actuellement en alpha, je ne crois pas avoir d'anti-cheat. Alors, si, il y a un anti-cheat, Nodak Gamer. J'ai Euh, travaillé là-dessus. Tu as travaillé sur l'anti-cheat. Est-ce que actuellement vous remarquez qu'il y a de la cheat sur le jeu? Parce que sur la découverte des jump points, on a vu des choses très étranges de notre côté. On sait, on suit les choses de manière assez proche. On sait qu'il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui font du hack, il y a des gens qui font du exploit.
On a fait une implémentation très basique de Easy Anti-Cheat, mais c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler pour complètement l'enforcer. On a des équipes qui travaillent là-dessus, mais c'est à venir. Clairement, c'est un problème dont on est au courant et on veut travailler là-dessus. Ouais, ok. Donc c'est en cours. Euh, Bon, mais ça, Fitou, c'est des questions à laquelle il pourra pas répondre, hein. Bah, je te la pose quand même, mais est-ce que pour toi, le serveur meshing est encore en état de proof of concept ou il est au-dessus du prototype? Là, vous avez un état qui est au-dessus du prototype. Le server meshing, vous avez vu que à la CitizenCon, vous avez vu un proof of concept. Et puis là, actuellement, on continue à travailler dessus pour pouvoir l'implémenter dans Star Citizen pour vous, les joueurs. Ok. Et au-delà de ça, vous verrez bien Vous verrez quand est-ce bien. que ça... C'est ça. Lirkor qui nous demande le data mining, est-ce que vous avez une idée pour contrer ça? Parce qu'on parlait de cheat. C'est vrai que l'exploration, par exemple, dans le jeu, elle va être vite caduque si à chaque fois qu'un patch sort, toutes les données sont data minées. Oui, en effet. Après, encore une fois, là, on est en dehors de mon domaine, mais Ouais. c'est vrai que ce serait cool d'avoir un système d'exploration sans avoir les infos, mais bon, en l'occurrence, il faut savoir que quand on parle de sécurité, de cheat, etc., il y a toujours des gens qui sont très très bons là-dedans, qui pourraient d'ailleurs travailler pour nous pour faire en sorte que il y ait moins de problèmes là-dessus. Mais là-dessus, je m'occupe pas de la gestion des données Ouais. en data mining. Ok. Actuellement, d'ailleurs, je me posais la question, les serveurs font une centaine de joueurs. Si vos technologies, là, tout ce qui est PES, etc., ça peut se scale à un énorme nombre de joueurs. Enfin, j'imagine que c'est pensé pour ça avec le serveur meshing, Euh, ou vous restez sur des serveurs à peu près de taille de 150 et vous savez que les serveurs vont faire un maillage et que ça marchera comme ça. j'ai pas eu l'entièreté de ta question. Je crois que tu me demandais Ah si oui. on allait rester à 100 joueurs pour Ouais, le c'est serveur ça. machine. Est-ce que en gros, par exemple, on pourrait avoir un maillage de serveurs, mais sur des serveurs beaucoup plus gros que 100 joueurs? Avoir un maillage serveur sur les serveurs, donc tu veux dire plusieurs serveurs qui auraient chacun plus que 100 joueurs? Ouais. Bah, ça dépendra des performances du serveur. Aujourd'hui, le nombre de joueurs qu'on peut avoir sur un serveur est dépendant des performances de serveur. Si les performances des serveurs augmentent, on pourrait potentiellement avoir plus de joueurs Ok. sur un serveur. Mais ça, encore une fois, ça c'est un call qui est à faire au-dessus. Et après, du coup, j'imagine dans le sens inverse, si les performances serveurs ne montent pas, on peut décider de faire un maillage plus fin avec plein de petits serveurs de 50 personnes. Potentiellement, ce qui est bien avec le server meshing, c'est que l'idée, c'est que bah, là, on voudrait commencer avec un server meshing statique pour éviter les changements d'autorité des entités au sein des serveurs. Ouais. Mais dans l'idée, une fois que ça se sera géré, l'idée du server meshing, la perfection là-dedans, ce serait d'avoir un server meshing dynamique qui s'adapterait aux performances et au nombre de joueurs, aux besoins. Ok. Question. Comptez-vous faire des présentations des techs comme le server meshing à d'autres événements? Genre à la Game Developer Conference J'ai pas d'infos là-dessus. Je sais pas si c'est prévu. En tout cas, je j'ai pas d'infos. T'as des retours, toi, de l'industrie ou de tes collègues, genre en mode, ouah, la présentation à la CitizenCon a été fou ou... J'en ai pas discuté avec d'autres collègues, mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'industrie du jeu vidéo de manière générale, moi, c'est pas quelque chose que j'avais connu. Pourtant, bah, j'ai déjà travaillé sur du server meshing et sur Flight Simulator. Et en l'occurrence, ici, donc mais c'était un server meshing qui n'impliquait pas, clairement pas autant de variables et pas autant de problématiques. Donc, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu encore dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais, toi, j'imagine que par rapport à là où tu as bossé, l'architecture réseau et online de CIG, c'est énorme. C'est très avancé parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses à gérer et on veut faire des features qui touchent à tout et qui demandent plein de logiques très complexes. Donc c'est sûr que, disons que le fait que le jeu soit énorme et qu'il y ait énormément de choses à faire et de possibilités, ça complexifie la logique du online. Ouais. Bon, j'ai encore quelques petites questions. Il y en a une qui m'a explosé le crâne quand j'ai vu Maelstrom à la CitizenCon.
Donc c'est la technologie pour détruire les murs, etc. Est-ce que dans l'entity graph ou dans la base de données, quand on va exploser un mur, il va y avoir tous les morceaux de mur dedans? Ils vont rester, ils vont être persistants ou... Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore parce qu'il y a énormément de technologies qu'on doit intégrer, Ouais. qu'on va travailler à intégrer dans Star Citizen. Et je sais pas encore pour chaque technologie comment. Clairement, il va y avoir une discussion entre les différentes équipes sur comment s'intégrer dans la persistance et le server meshing. Et c'est du travail qui doit être fait au fur et à mesure. Donc on verra en fonction de chaque feature comment ils vont s'adapter dans le persistent stream. Ouais. Parce que, pareil, j'imagine que ça va être une grosse discussion avec l'équipe qui va commencer la housing là, en Q1 de 2024. C'est comment on va faire persister tout ça à travers les patchs. On est encore très loin d'une release, donc j'imagine que s'ils veulent nous mettre la housing dans, allez, je sais pas, d'ici en 2025-2026, si les gens ils commencent à construire leur base, mais que tout est wipe tous les 3 mois, ils vont gueuler, mais on comprendra. Mais c'est vrai que... Ben, ce qui est bien, c'est que là, ici, on a la persistance qui est en place dans le jeu. Et on travaille sur le server meshing. Et aujourd'hui, quand on va intégrer des nouvelles features, on va les intégrer en connaissance de cause on va travailler avec ce système. Ouais. Normalement, ce qui devrait être plus facile, du coup, vu que ça va être pris en amont, plutôt que là, le travail qu'on doit faire avec la persistance et le server meshing, c'est retravailler tout le jeu pour faire en sorte que ça fonctionne parfaitement avec. Ouais, donc là, ouais, tu dirais qu'en fait, les équipes feature, en fait, elles construisent autour de la tech qui a été faite du PES pour que ce soit cohérent, quoi. Je veux dire que le housing, ils vont pas partir dans leur délire et vous demander après de vous adapter. L'idée, ce serait de travailler dès le début dessus. Après, Ouais. je ne sais pas comment fonctionne l'équipe de housing à ce niveau-là et comment vont fonctionner les prochaines features. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait. Notre idée, c'est d'avoir que leur feature fonctionne avec l'état actuel du Mm. jeu. Et du coup, en l'occurrence, l'état actuel du jeu, c'est qu'on a de la persistance. Ok. Il est déjà 22h03. Je t'ai bombardé de questions. Je vais voir s'il y en a peut-être une petite dernière. Ça, on a déjà répondu. Il y a quelqu'un qui demande une fois que Pyro sera implémenté et qu'on aura le serveur meshing statique, est-ce que du coup, après, c'est le dernier obstacle technologique, c'est la voie ouverte après pour pouvoir ajouter des systèmes beaucoup plus facilement? J'imagine que une fois que la tech est éprouvée, ajouter Nix via un serveur meshing statique, c'est pas beaucoup plus compliqué, voire pas du tout, non? Dans l'occurrence, avoir un système et avoir un point d'accès à un système sont deux choses différentes. Mais une fois qu'on a un accès à un système et qu'on a un accès qui fonctionne, c'est potentiellement quelque chose qu'on va pouvoir produire pour d'autres systèmes. Après, est-ce que ça va me permettre de dire que les autres systèmes vont arriver plus vite? Ouais, Non, ça, je peux pas m'avancer là-dessus. ok. Il y a Fitouf qui demande est-ce que toi tu as une question pour la commu? Et sinon, comment on peut aider bon, via les rapports, effectivement, écrire, etc. Mais sur les prochaines features qui arrivent, comment on peut aider ton travail au max? Franchement, ce qui est très important pour nous, c'est que les gens apprécient le jeu, et que surtout, c'est les retours de la communauté sur les tests. Avoir des rapports sur Issue Consult, c'est très important pour nous parce que c'est ça qui va nous donner des premiers retours concrets. Parce qu'on essaye de checker, on regarde des streams, on regarde Reddit, on check des choses en ligne. Et des fois, ça nous donne des tips sur ce qui se passe. Mais le plus important, c'est quand même de faire des rapports sur Issue Council parce que Hmm. c'est ce genre de choses qui va nous donner des infos pour pouvoir régler les problèmes le plus vite possible. Si on voit quelqu'un met quelque chose sur Issue Council mais que c'est pas voté, ou qu'il n'y a pas les infos, que c'est juste quelqu'un qui dit oh, ça marche pas encore, ça va être plus compliqué pour nous. Avoir des retours de la communauté sur le jeu, sur comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous appréciez ou pas, ça nous aide énormément aussi. Hmm. Quelqu'un qui demande est-ce que tu as une stat de nombre de joueurs par mois sur SC? Ou, Non, je vais pas avoir ces hmm. chiffres-là. Je sais qu'on a des chiffres qui montent de manière constante sur le nombre de joueurs Star Citizen, mais je vais pas avoir les chiffres précis. Alors, Canan pose une question, je pense que tu n'as pas la réponse aussi, mais est-ce que c'était attendu que quand ils ont implémenté là, les 3 jump points en 3.21, est-ce que c'était attendu que les joueurs les trouvent? Parce qu'on pouvait pas quantum dessus. Est-ce que c'était genre en mode un petit teasing?
Je ne sais pas. Les mystères de potentiellement, Ouais. soit c'était prévu, soit c'était pas prévu. Peut-être que c'est du marketing de génie, ou peut-être que C'est- c'est juste quelque chose qui est fortuit, mais au final c'était c'est- cool. Moi je trouvais ça grave cool de voir Ouais, les moi gens aussi. faire la course par la jump point. C'est toujours ce que je dis par rapport à Star Citizen et le marketing, c'est soit c'est des génies, soit ils savent pas ce qu'ils font, mais ça tombe bien. parce que vraiment sur les jump points... Quand tu as un projet cool comme ça, avec autant de possibilités, les joueurs ils vont en faire quelque chose de cool, et c'est ça qui est bien. Ouais, c'est clair. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que tu es toujours au travail là, hein. Tu passeras un gros bonjour à tout Turbulent Montréal. Avec plaisir. Il y avait plus de 2000 personnes là qui ont écouté tout ce que tu as dit avec attention. En tout cas, c'est très cool. Et ça participe à avoir ce lien avec la communauté. Je remercie Nikou d'ailleurs, le community manager, qui a permis de mettre ça tout en place. Et c'est trop bien. Merci beaucoup. Il y a plein de cœurs dans le chat. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment très cool. Merci au chat et aux gens qui jouent à Star Citizen qui sont toujours très très sympathiques. On a quand même des retours très positifs, surtout Ouais. après cette CitizenCon. Et puis continue à apprécier le jeu. Bah écoute, nous on kiffe. On sait qu'il y a un programme très chargé en plus pour la fin d'année. Donc on te souhaite bon courage. Je sais pas si toi tu es concerné par les releases de fin d'année ou si t'as VOIP et tout ça, c'est en 2024-2025. Mais en tout cas, nous on va s'amuser. Faut que tu checkes Pyro, hein, parce que c'est quelque chose. Hein, si t'as pas encore joué. J'ai regardé ton stream, j'ai regardé un peu le stream de Terrada, ça avait l'air bien cool. C'est quelque chose. C'est magnifique. Et bravo à toute équipe. Merci beaucoup. Et puis, passe le bonjour à Turbulente Montréal. Avec plaisir. Et à bientôt sur le stream, du coup. On ira casser le Replication Layer quand il sera là. Hein. On trouvera une façon. Fais-nous confiance. Je compte sur vous. Bien sûr. C'est le principe, c'est quand on sera quelque chose, qu'on est content d'avoir un nouveau jouet, de vous le filer, vous le casser en deux, et puis après, nous, on essaie de le réparer. Quoi. Voilà. Puis, une fois que c'est bien réparé, c'est solide, on peut avancer. Merci à toi. Merci Hugo. Ciao, ciao. Bye.